Les érablières, à mon sens, c'est un écosystème qui est tellement important. C'est les forêts au sud, là où les grands centres et les populations sont les plus proches. Ça fournit tellement de services à nos sociétés, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le maintien de la biodiversité, une place pour faire du récréotourisme. Aussi, ça fournit du bois pour les usines, pour la transformation. Puis évidemment, je dirais le roi, puis ce qui trône au-dessus de tout ça, c'est le sirop d'érable. C'est difficile de ne pas être en amour avec ce produit. C'est comme le roi là, des produits forestiers non ligneux. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là, finalement, que j'adore ces forêts. Bonjour, je m'appelle Guillaume Moreau, je suis professeur à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche en acériculture et aménagement des érablières. Je dirige aussi la mise en place d'une station acéricole d'enseignement et de recherche à Saint-Augustin, sur les terres aussi de l'Université Laval. Ça fait, je dirais, une décennie que je me passionne pour les érablières en général. Par les érablières, je parle vraiment des peuplements forestiers dominés par l'érable à sucre. J'ai étudié beaucoup les dynamiques de croissance et de mortalité après des perturbations naturelles et après les coupes forestières qu'on y fait. Vraiment avec mon regard de forestier et de sylviculteur. C'est vraiment un écosystème exceptionnel, très complexe. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis particulièrement intéressé à comment faire comment intervenir dans ces forêts-là pour maintenir des peuplements productifs puis en santé. Mais j'étais beaucoup orienté justement sur le maintien des peuplements puis le maintien de l'industrie forestière, d'amener du bois à l'usine sans le faire au détriment finalement de la santé des écosystèmes. Avec le temps, bien, c'est ça, c'est les producteurs et productrices acéricoles du Québec qui ont vu passer mes travaux de recherche et qui étaient intéressés finalement à ce que je proposais en termes d'aménagement, de type de récolte en forêt. Ils m'ont proposé de commencer à collaborer. Je me suis mis à me poser des questions sur le rendement acéricole, sur le potentiel acéricole aussi en forêt, ce qui est assez lié, la santé des érables, la vigueur des érables, leur croissance, leur capacité à survivre. Mais évidemment, c'est lié à leur capacité à fournir du sirop d'érable. Mais les érablières, en fait, c'est un type de forêt qu'on trouve vraiment au nord-est de l'Amérique du Nord. Au Canada, c'est beaucoup au Québec, dans le sud du Québec, la vallée du Saint-Laurent. Mais il y en a aussi en Ontario, quand même beaucoup, énormément d'érablières. Il y en a au Nouveau-Brunswick aussi. Puis des érables, on peut en retrouver même, quand même en Nouvelle-Écosse, puis encore plus à l'est du Canada. On ne sait pas si ça remonte à combien de milliers d'années, mais ça fait longtemps que les Premières Nations utilisaient le sirop d'érable. En fait, ils avaient compris qu'il y avait ce sucre qui était disponible et ils ont transmis leurs connaissances aux premiers colons qui sont établis dans la vallée du Saint-Laurent. Ah bien, je pense que ça fait partie à part entière de notre culture, là. Il n'y a aucune hésitation. Ça fait partie de notre folklore, ça fait partie de nos traditions. Puis on est fiers de ça. Ça fait des générations que les acériculteurs sont en forêt, vont chercher justement l'eau d'érable, la fait bouillir, même la culture de la cabane à sucre, où on se réunit en famille. Il y a vraiment un sentiment particulier par rapport à ça. C'est quelque chose de familial, où on se réunit en famille pour déguster du sirop d'érable. Donc, il y a vraiment quelque chose d'imprégné dans la culture québécoise, puis aussi canadienne. En Ontario, au Nouveau-Brunswick aussi, il y a des régions maintenant qui sont vraiment axées beaucoup sur l'acériculture. Donc, ça dépasse les frontières du Québec. C'est difficile de ne pas tomber en amour avec un produit aussi extraordinaire que le sirop, la tire, le beurre d'érable, tout ce qu'on peut, toutes les manières de le transformer aussi. Donc, je ne peux que confirmer l'importance du sirop d'érable et de l'érable à sucre. C'est ça, il faut toujours ramener ça à l'arbre. Il n'y a pas de sirop s'il n'y a pas d'arbre. Puis c'est quand même assez surprenant. De tous les arbres qu'on a au Canada, c'est l'érable à sucre qui est sur le drapeau canadien. Ça en dit long quand même. Bienvenue à l'érablière. On est ici là, à Saint-Augustin-des-Démarres, puis je vais vous amener voir notre station d'enseignement et de recherche. Alors, allons-y.
Oui, bien, mes recherches ont vraiment débuté à la base. Là, ça vient d'une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc, c'est vraiment une chaire qui est basée sur la collaboration, qui est basée sur un partenariat. On a des projets beaucoup plus fondamentales pour comprendre toutes les relations physiologiques et éco-physiologiques de la coulée, etc. Mais on s'assure toujours de faire des projets qui vont fournir des données aussi intéressantes pour les producteurs acéricoles, fournir des outils aussi pour les aider à aménager leur érablière. Un exemple, par exemple, c'est les patrons d'entaillage. L'entaillage, c'est le moment là, au printemps où on perce l'érable. Concrètement, ce trou-là, c'est une blessure. On blesse l'arbre. Et l'arbre, bien, il y a plein de réactions, entre autres, il y a la compartimentation, etc., qui, lui, durant déjà la saison, puis à la fin de la saison, durant l'été, bien, il veut guérir, là, il veut refermer ce trou-là. C'est un gros défi quand même pour l'arbre. Ça peut affecter sa vigueur, sa capacité à refermer, dépend beaucoup de son état de santé, de sa croissance, etc. Et toutes les questions de à partir de quand on entaille un arbre? Est-ce qu'il y a la santé? Est-ce qu'il y a la taille? Est-ce qu'il y a la croissance? Bien, ça a été regardé un peu dans le passé, mais c'est le genre de choses qu'on peut encore vraiment, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Alors, c'est ce genre de choses-là, s'assurer qu'on fait une acériculture exemplaire, finalement, puis qu'on ne le fait pas au détriment de la santé de nos écosystèmes forestiers. Alors, bienvenue dans un de nos dispositifs de recherche. En fait, ici à la station, on veut suivre la coulée, évidemment, de tout le peuplement. C'est environ 6 hectares de peuplement. On a 1100 entailles. Mais on a aussi construit notre cabane de manière à être capable d'isoler certains secteurs du peuplement. On a 6 secteurs différents, donc environ 1 hectare à chaque fois, quelques centaines d'entailles qu'on peut isoler et on suit en temps réel la coulée de tous ces secteurs-là, en plus de suivre à l'échelle du peuplement. Et en plus de tout ça, on fait des tests aussi à l'échelle de l'arbre. Donc ça ici, à côté de moi, c'est justement un échantillonneur qui en fait, son rôle, c'est d'accumuler l'eau d'érable durant une journée. Alors on vient à tous les jours mesurer à quel point il y a de l'eau qui est accumulée là-dedans. Tous les tuyaux, etc., bien ça c'est relié à l'entaille, juste ici. Donc, lorsqu'il va faire un petit peu plus chaud, cet arbre-là va commencer à couler. Ça va aller dans l'extracteur et après, ça revient dans le réseau. Et ça s'assure de maintenir le vide dans le réseau. Parce qu'ici, avec la tubulure, évidemment, là, on est dans un contexte qui se rapproche vraiment du contexte industriel où tous les arbres sont sous vacuum. Donc, l'idée, c'est de comprendre dans un contexte industriel qu'est-ce qui différencie un arbre, justement, qui est très productif d'un autre. Alors voilà, ici, on est dans une placette qui fait environ 30 mètres par 30 mètres, où tous les arbres sont suivis à tous les jours. Puis, en plus de suivre la coulée, à la fin de la journée, lui est encore un peu dans la neige, mais on est capable ici d'aller faire sortir l'eau. Donc, on peut prendre des échantillons à tous les jours de l'eau d'érable, ce qui nous permet justement de regarder le taux de sucre, puis nous permet de faire plein d'autres tests aussi sur les microbes, par exemple, qui se retrouvent dans l'eau d'érable, qui ultimement peut être lié à la qualité du sirop. Maintenant, on exporte dans plus de 70 pays, juste avec le sirop du Québec. En résumé, c'est des milliers d'emplois, dont beaucoup dans les régions, ce qui a une très, très grande valeur là, au Québec et au Canada. Et ça représente près d'1 milliard du PIB là, canadien, ce qui est énorme. Là, c'est rendu vraiment une industrie très importante. Les érablières, sincèrement, au Canada, dans les forêts qui sont vraiment affectées par les changements climatiques, c'est dans les forêts là, qui sont les plus perturbées en ce moment. Sauf que ça vient pas juste du climat. C'est vraiment les changements globaux. Et ça, c'est une différence importante. Oui, les érablières présentement sont affectées par le fait qu'il y a plus de stress climatique, plus de sécheresse, plus de gel printanier aussi qui va affecter vraiment les feuilles, les bourgeons qui sont en train de sortir, puis là, des gels importants qui arrivent, puis ça affecte vraiment beaucoup la dynamique de croissance, puis ça diminue vraiment la vigueur de nos érables. Donc ça, c'est des stress climatiques qui sont importants, qui sont réels, puis qui jouent là, un rôle déjà pour affaiblir la santé de nos forêts.
Ce qui est particulier avec les érables, c'est qu'à ça se rajoutent les insectes, les pathogènes puis les plantes envahissantes qui profite du fait que dans les érablières, on est plus au sud, donc le climat est un peu plus clément. Et on est proche, encore une fois, des grandes villes, donc avec la mondialisation, le transport de marchandises, c'est là où les insectes, les pathogènes, etc. arrivent en premier. Et ça a complètement transformé la dynamique forestière de nos érablières dans les dernières années. Pour l'instant, on regarde ça aller, puis on est heureux. L'érable, en soi, semble pas affecté trop par un pathogène ou un insecte en particulier, mais c'est pas le cas de plusieurs espèces qu'on retrouve dans nos érablières. On peut penser au frêne qui est attaqué puis qui est vraiment menacé. On peut penser à l'orme qui est attaqué aussi, à l'être à grande feuille qui est encore une fois vraiment en train de dépérir, qui crée une dégradation importante de nos peuplements. Tout ça, là, ce que ça fait, c'est que ça stresse énormément l'écosystème, ça diminue la vigueur générale et l'état de santé de nos érablières, ça simplifie les peuplements et ça fait en sorte que les peu d'espèces qui restent finalement dans nos érablières, bien eux, s'ils sont particulièrement justement vulnérables à des sécheresses ou à des gels printaniers, bien ça diminue justement vraiment là, leur capacité, leur résilience, puis ça augmente la vulnérabilité de nos peuplements. Tu sais, les acériculteurs, comme bien des gens, ont compris que s'ils veulent continuer à faire ce qu'ils aiment, tu sais, dans ce cas-ci, du sirop d'érable, ils ont besoin d'avoir des érables en santé dans des forêts en santé. C'est la base, là. Et ça, faut de moins en moins prendre ça pour acquis, là, dans le contexte des changements globaux. Puis il faut justement protéger nos forêts. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que nos forêts sont stressées pour plein de raisons et nous, en tant que société, on leur demande beaucoup de choses. Le sirop d'érable, c'est un des services écosystémiques de nos érablières, mais il y en a énormément et il y a une grande pression des humains sur nos forêts. Donc, c'est aussi notre devoir un peu d'intervenir puis de les aider, là, ces écosystèmes-là.